comme le rappelait Sylvie juste à l'instant, c'est une méthode qui est fondée sur le questionnement et l'art du questionnement, hein, et donc c'est ce qui nécessite d'ailleurs le plus d'apprentissage. Et puis, avant la pause, on fera un petit exercice justement pour s'entraîner, parce qu'on s'aperçoit qu'une des principales difficultés, je dirais, de la pratique de cette méthode, comme toute méthode, il y a un apprentissage nécessaire, c'est justement l'art du questionnement, hein, et des questions, on fera un petit exercice pratique. Et après la pause, on vous fera une démonstration de la méthode avec, ce sont des sessions, ce sera une session raccourcie, ce ne sera pas une session complète, c'est une démonstration partielle, mais pour vous donner déjà une petite idée de la façon dont les choses fonctionnent. Et puis c'est dans l'esprit de Sol, comme Irène Ducouturier vous l'a rappelé, c'est de faire des exercices pratiques, hein, qui vous impliquent et qui vous font vivre un petit peu de l'intérieur un certain nombre de choses. Et puis on vous donnera quelques mots sur Vial, puisque la méthode dont nous allons vous parler, c'est la méthode du World Institute for Action Learning, hein, qui est fondée aux États-Unis, qui est créée aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, etc. Et c'est celle qui, à notre avis, parce qu'il y a de nombreuses versions sur l'action learning, est la plus élaborée, la plus raffinée, la plus efficace, hein, et qui a fait ses preuves de par le monde dans des centaines d'entreprises et d'organisations, tant privées que publiques, associations, etc. Voilà un petit peu le programme. Donc, d'abord quelques mots sur qu'est-ce que c'est que l'action learning. L'action learning, c'est une méthode, hein, qui fait partie des méthodes de travail en groupe et de réflexion en groupe qu'évoquait Denis à l'instant, qui a deux objectifs principaux. D'abord, de résoudre des problèmes complexes, je dis bien des problèmes complexes, c'est-à-dire des problèmes multidimensionnels qui sont considérés par les porteurs des questions ou des sujets comme importants et comme assez urgents, hein. Et l'objectif, c'est l'action, c'est de déboucher sur des plans d'action rapidement, hein, et d'économiser du temps. Sylvie rappelait tout à l'heure les années passées en termes de réunion. Un des avantages de cette méthode, c'est que ça permet de réduire énormément les temps passés en réunion. Et ce faisant, en réfléchissant collectivement à la solution de ces problèmes, eh bien, on va en même temps développer des compétences de communication, de leadership, etc. Voilà, les deux étant intimement liés, et ce faisant aussi, eh bien, la méthode, vous le verrez, va aider à construire des équipes qui sont soudées, qui sont créatives et apprenantes. Et donc, moi, je me suis intéressé personnellement à l'action learning parce que, à la réflexion, avec le recul, je me suis aperçu que c'est sans doute la méthode la plus efficace pour créer des véritables équipes apprenantes. Et progressivement, naturellement, de transformer la culture d'organisation pour en faire donc des organisations plus apprenantes. Donc, l'action learning, c'est un processus de réflexion collective structuré, vous allez voir que c'est très structuré, et c'est une réflexion qui est coachée. Une réflexion qui est coachée, donc elle implique un petit groupe. Alors vous allez voir certaines similarités avec le co-développement, mais il y a des différences. Elle implique un petit groupe de personnes aux profils variés. Plus il y a de la diversité dans le groupe, disons les groupes c'est entre 5 et 8 personnes grosso modo, plus il y a de diversité, plus il y a d'efficacité au niveau de la créativité et de la réflexion. Le groupe travaille uniquement sur des problèmes réels et concrets, hein, d'une organisation qui concerne une personne, un département, un sujet, et sa finalité, c'est l'action. C'est-à-dire qu'à la fin d'une session, il y a un plan d'action. Elle a aussi donc, pour objectif donc, le développement des compétences individuelles de communication, de leadership. On verra que c'est d'ailleurs un aspect qu'on ne pourra pas trop... je dirais expérimenter parce qu'on n'a pas l'enveloppe de temps nécessaire ce matin, mais on vous donnera une petite idée. Et donc, elle a donc, le mérite de créer une dynamique apprenante dans l'organisation. Alors, quelle est l'origine et donc comment cette méthode s'est développée? Alors, elle a été inventée par un Anglais, un monsieur qui s'appelle monsieur Reginald Revance, dans les années 1930-1940. Vous voyez, donc ce n'est pas une méthode, je dirais, dans la conception très, très récente. Reg Revance, qui est vraiment le père fondateur de la méthode, était un physicien qui travaillait à Cambridge. Et dans ses études de physique, pour résoudre des problèmes de physique, il s'est aperçu que
une des méthodes les plus efficaces, c'était avec des collègues de se poser mutuellement des questions. Travailler des questions, ils arrivaient à des solutions comme ça. Et ensuite, lors de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 1940, il a été mobilisé, si j'ose dire, pour se développer la productivité dans les mines de charbon du Pays de Galles. Et il a appliqué cette méthode avec des mineurs, des équipes de mineurs, avec deux objectifs, augmenter la productivité, augmenter les conditions de travail, avec cette méthode fondée essentiellement sur des questions. Revans avait deux principes essentiels qui guidaient un petit peu sa façon d'agir. C'est d'une part de dire qu'on apprend mieux en groupe, que le savoir il est répandu parmi les professionnels et que la meilleure façon d'extraire de ce savoir et d'apprendre, c'est de poser des questions, de poser beaucoup de questions. Voilà, et donc Revans a fait quelques écrits, mais Revans était essentiellement un praticien. Après, il a travaillé dans le domaine de la santé en Grande-Bretagne, où il a aussi appliqué sa méthode dans les hôpitaux avec beaucoup de succès, etc. Alors, ensuite, il y a eu une période assez longue, notamment en Angleterre, où la méthode a connu différentes évolutions, différentes versions, mais elle n'a été véritablement reprise, formalisée et peut-être raffinée que par le principal contributeur, c'est donc l'américain Marquardt. Michael Marquardt, qui est un Américain, donc qui est professeur des sciences de l'éducation à l'Université de Washington, toujours en activité, qui est donc le fondateur de Vial, du réseau Vial, et qui est en même temps toujours le président. Et alors, Marquardt donc je dirais, contribué à structurer, à raffiner un petit peu la méthode, et son principal apport, ça a été qu'il a introduit le rôle du coach. On vous parlera tout à l'heure donc du réseau Vial, puisqu'il a mis en place aujourd'hui un réseau. Vial est présent dans 18 pays, et paradoxalement, alors que la méthode a été inventée en Grande-Bretagne, c'est en Europe où elle est le moins présente. Le pays où l'action learning est aujourd'hui le plus pratiqué, c'est au Japon. Japon, Chine, Australie, etc. Et les États-Unis, bien entendu. Voilà. Alors, en quoi et pourquoi l'action learning diffère d'autres méthodes collectives de résolution de problèmes? Denis évoquait, effectivement, il y a énormément de méthodes qui impliquent des groupes, etc. Alors, le premier point, c'est que, effectivement, c'est une démarche de réflexion qui est fondée exclusivement sur des questions, sur un dialogue à base de questions. On verra, il n'y a pas de... Toute affirmation doit être faite en réponse à une question. C'est aussi une méthode qui est focalisée sur l'action, résolution d'un problème concret, etc. C'est une méthode aussi qui comprend un coach, contrairement à d'autres. Il n'y a pas de... Il y a un coach, il n'y a pas d'animateur, il n'y a pas... ou un consultant, etc., mais il y a un coach. C'est aussi une méthode qui implique des profils extrêmement divers, voire des candides. Des gens qui ne connaissent rien au sujet. Parce que le point de vue, c'est que face à un problème complexe, un problème multidimensionnel, ce que dit Marquardt, la meilleure réponse à la complexité, c'est la diversité. Donc il faut qu'il y ait un maximum de diversité dans l'équipe. Donc, et cette diversité va aussi naturellement stimuler la créativité, etc. Et va progressivement, je dirais, susciter une réflexion de caractère systémique, du fait de la variété des points de vue, du télescopage et de la confrontation que cette méthode implique. Alors, quels sont les principaux avantages de cette méthode? D'abord, c'est l'amélioration de l'efficacité, de la créativité du travail. Ce sont des sections brèves, structurées. C'est donc une résolution rapide, puisque les sessions, normalement, sont des sessions de 90 minutes, ce qui permettent à tous les membres, puisque au sein de l'équipe, tous les gens sont sur un pied d'égalité, tout le monde peut poser des questions, il n'y a plus de hiérarchie dans le groupe, et le groupe est autonome. C'est aussi un facteur de motivation, puisque tout le monde se sent contribuer, donc c'est aussi un facteur qui va, si vous voulez, développer un petit peu la cohésion d'équipe, etc.
Et c'est aussi par la co-construction qui en résulte un outil, je dirais, d'appropriation du changement qui est particulièrement intéressant. Et à partir du moment, puisque le but du jeu, c'est ensuite que cette méthode soit diffusée et devienne un nouveau mode de management d'équipe dans l'entreprise, c'est un outil qui va permettre progressivement de transformer, de faire évoluer la culture managériale de l'entreprise vers des modes plus participatifs, plus démocratiques, plus créatifs donc, et plus satisfaisants pour l'ensemble des personnes concernées. C'est aussi une source de gain de temps considérable. Sylvie parlait tout à l'heure de la réunionnite. On s'aperçoit que les entreprises qui ont mis ça en place ont pu diminuer de façon drastique les temps de réunion. C'est une source d'économie parce que ça permet de baisser les coûts de formation. Au lieu d'envoyer des gens dans des séminaires de formation sur le management, le leadership, etc., eh bien, on s'aperçoit que cette méthode permet d'aboutir souvent à de meilleurs résultats sans envoyer les gens en formation. C'est aussi une baisse des coûts d'expertise extérieure et des coûts concernant naturellement toutes les réunions internes. Et puis, c'est pas le moins des aspects, des avantages, c'est des sources de revenus. Nous avons eu plusieurs témoignages lors des conférences internationales de Vial, de responsables de grandes entreprises qui nous ont dit qu'ils avaient gagné plusieurs années, quelquefois, et généré des affaires particulièrement rentables et importantes grâce aux stratégies qui ont émané des réflexions de ces groupes-là. Alors, quels sont les principaux domaines d'utilisation par les entreprises? Alors aujourd'hui, grosso modo, je dis bien par les entreprises et les organisations, ces méthodes, pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, peuvent s'appliquer à n'importe quel type d'organisation, privée, publique, association, etc. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui est pratiqué, notamment aux États-Unis, mais en Angleterre et dans d'autres pays aussi, on s'aperçoit qu'elle est très utilisée pour des programmes de formation, action au développement donc des compétences de communication et de leadership, par exemple des formations destinées à des cadres à haut potentiel dans des organisations. Et puis surtout, la principale utilisation dans les entreprises, ce sont la résolution de problèmes complexes et réels liés, disons, au business, aux affaires. Par exemple, comment améliorer la qualité de service à la clientèle, comment recruter et fidéliser certaines compétences, comment simplifier les procédures administratives ou les processus de production, comment résoudre des tensions ou des conflits entre départements. Enfin, un petit peu toutes les questions, si vous voulez, qui ne relèvent pas d'une seule solution technique, mais qui nécessitent, si vous voulez, qui ont des interrelations et qui nécessitent des points de vue différents, comment élaborer un plan stratégique, comment lancer un nouveau produit, etc. Alors aujourd'hui, quelles sont les organisations, les entreprises qui utilisent cette méthode? Il y a d'abord de très grandes entreprises internationales. J'en citerai quelques-unes: Sodexo, Novartis, Siemens, Boeing, Caterpillar, Microsoft. Microsoft l'utilise énormément aujourd'hui, Samsung, etc. J'en passe et des meilleurs, des grandes boîtes. Il y a aussi des organismes publics et associatifs, notamment aux États-Unis, des universités, des hôpitaux, etc. Enfin bref, par exemple à Singapour, où c'est très développé, il y a beaucoup d'organisations dans le monde de la santé qui utilisent ces méthodes. Voilà. Et aussi, j'allais oublier, des écoles, des business schools. Dans notre école, nous commençons à utiliser à titre pédagogique cette méthode pour faire travailler les étudiants sur des cours de management. On leur apprend comment fonctionner de cette façon-là. Ils sont d'ailleurs très surpris au départ, mais très intéressés. Et on a eu d'ailleurs des réflexions d'étudiants qui nous ont dit « mais pourquoi vous en parlez juste à la fin de la troisième année? On devrait travailler là-dessus dès la première année, dès qu'on arrive, hein, et fonctionner là-dessus. » Alors, il existe une école en Hollande qui fait un MBA uniquement en Action Learning et qui a des filiales en Afrique du Sud, enfin dans différents pays, qui travaille beaucoup avec l'Afrique notamment, et qui a donc décidé d'utiliser ces méthodes à titre comme fondement de leur pédagogie. Alors, je vous disais que cette méthode, elle est essentiellement basée sur l'art du questionnement, qui est donc le fondement. Et ce n'est pas la partie la plus facile. En effet, je crois que
nous sommes, par notre culture, on est beaucoup plus conditionné à faire des affirmations, à faire des débats, à entrer dans des confrontations d'idées, qu'à réfléchir et à se poser des questions. Comme l'explique Marquardt, un jeune enfant, tout jeune, spontanément pose beaucoup de questions. Et puis, au fur et à mesure qu'il grandit, les parents, à un moment, lui disent « Bon, arrête de poser des questions, là, tu nous casses les pieds. » Et puis, à l'école, on lui dit « Bon, ben, écoute, tu arrêtes de poser des questions, tu vas écouter ce que dit la maîtresse, etc. » Et ça continue dans le système éducatif, ce qui fait qu'on a perdu un petit peu le sens, effectivement, du questionnement, et c'est bien dommage. Et ensuite, quand on arrive dans des organisations, quelles qu'elles soient, surtout en France, on sait très bien que les gens qui posent trop de questions, c'est plutôt des gens qui sont des empêcheurs de tourner en rond, si j'ose dire, de danser, et ce n'est pas forcément toujours très très bien vu, même s'il y a un discours convenu qui veut dire exprimez-vous, on veut avoir des points de vue différents, etc. Alors, les questions, effectivement, ont un certain nombre d'avantages. Et elles sont surtout très puissantes. C'est un petit peu ce que, encore une fois, le point qui a été mis en avant par Evans et puis par Marquardt. Il explique que, par exemple, tous les grands leaders sont des gens qui ont su poser les bonnes questions, plus qu'apporter des réponses. Et qu'on a un petit peu oublié ça, et que l'action learning, donc, doit absolument s'appuyer sur le processus de questionnement, même s'il est un petit peu difficile, nécessite un certain entraînement au départ, à cause donc des avantages qu'elle apporte par rapport à des affirmations, une confrontation d'affirmations. Il souligne aussi que beaucoup de grandes catastrophes sont intervenues parce qu'on n'avait pas posé certaines questions. Il rappelle l'histoire du Titanic, la navette Challenger, etc. On pourrait citer pas mal d'exemples de catastrophes qui sont arrivées parce qu'à certains moments, on ne s'était pas posé certaines questions. Alors, quels sont les avantages des questions? Les avantages des questions, c'est qu'elles permettent d'abord de reformuler un problème, de se concentrer sur les sujets critiques. Elles permettent aussi de générer un dialogue plus ouvert, plus productif, plus créatif. Elles permettent aussi de mieux comprendre le contexte et pas seulement les symptômes d'un problème. Et en général, d'ailleurs, et on fera un petit exercice tout à l'heure, on commence par des questions ouvertes. C'est pourquoi, comment, quand, où, etc. Les questions aussi permettent de construire la confiance et de la collaboration et de la cohésion dans une équipe. En effet, elles vont permettre donc de clarifier un sujet, mais le fait de poser une question implique une attitude mentale d'ouverture, de curiosité, de réceptivité. Alors que quand vous êtes dans une logique d'affirmation, eh bien vous suscitez des affirmations en face et une confrontation qui est souvent un petit peu stérile et souvent qui ne permet pas d'aller au fond des problèmes. Donc elles permettent d'élaborer des stratégies créatives, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de diversité dans l'équipe. Et donc le fait, si vous voulez, que des gens posent des questions, même des questions de candides, qui viennent de personnes ayant peut-être des schémas mentaux très différents, eh bien, ça peut susciter des éclairages nouveaux et déboucher sur des stratégies créatives, ce que les anglo-saxons appellent le breakthrough thinking. Penser tout d'un coup, une pensée un petit peu de rupture. Breakthrough thinking. En plus, elles permettent, sur des sujets complexes, de par leur variété, elles permettent donc une approche à caractère systémique, comme on dirait aujourd'hui, parce que ça permet, par la variété et la multiplicité des questions, à permettre d'examiner un sujet sous des angles complètement différents. Les questions aussi, elles vont, et ça c'est très important, susciter l'écoute attentive. Quand quelqu'un pose une question, vous êtes obligé de l'écouter. Si vous réfléchissez à une affirmation, souvent vous n'écoutez pas. C'est ce qui se passe, vous le savez aussi bien que moi, dans beaucoup de réunions. L'écoute et aussi le respect des personnes. On respecte quelqu'un quand il pose une question, voilà, on répond ou on ne répond pas, mais le fait de l'écouter, et vous savez que c'est un sujet important donc en France dans la maîtrise du dialogue. Les questions aussi encouragent le partage. Elles permettent à tous de contribuer et elles suscitent donc l'attention, la réflexion, et elles permettent souvent d'aller beaucoup plus en profondeur dans un sujet.
Les questions aussi permettent d'apporter de l'énergie au travail d'un groupe, d'inspirer certaines personnes. Il y a certaines questions, comme le dit Mark Ward, qui a, je dirais, animé des centaines ou des milliers de sessions d'action learning. Il a dit, j'ai des gens qui sont venus me voir après et qui m'ont dit, ces questions ont changé ma vie. Le fait de se poser des questions en profondeur, pour certaines personnes, peut amener des changements, y compris des changements personnels très profonds. Voilà. Alors, on peut se poser la question, pourquoi on ne pose pas davantage de questions? Alors, je vous ai dit, très souvent, c'est parce que cela prend un peu plus de temps pour y réfléchir. On est très pressé, poser une question, ça prend du temps, il faut se concentrer. Souvent aussi, je le rappelais à l'instant, parce qu'on a eu une expérience psychologique souvent négative dans l'enfance. Parce qu'aussi, on n'a pas appris à poser des questions. Si on réfléchit à notre éducation, on n'a pas appris à poser des questions. Et puis, aussi, parce que je le rappelais, les cultures organisationnelles, les contextes de travail courants ont tendance fortement plutôt à décourager qu'à encourager donc les questions. Alors, quelques conseils, si vous voulez, pour poser donc les bonnes questions. Quand on pose une question, il faut réfléchir au départ à ce qu'on attend comme résultat de sa question dans le processus de réflexion collective. Il faut aussi essayer de transformer les questions négatives en questions positives. Voilà. Plutôt que par exemple dire pourquoi vous êtes incapable d'atteindre ces résultats, il faut dire plutôt quelles sont les choses clés qui vous permettraient d'atteindre les résultats. Vous voyez, il y a une façon aussi de susciter une ouverture. Il faut aussi savoir se concentrer sur des questions qui sont valorisantes et privilégier, je vous le disais à l'instant, les questions ouvertes plutôt que les questions fermées. Dans un processus d'action learning, on commence par les questions ouvertes et ensuite les questions fermées. Les questions ouvertes, je vous le rappelle, c'est pourquoi, comment, quand, quoi. Et dans les questions ouvertes, on a aussi des questions à caractère exploratoire. Par exemple, est-ce que vous avez pensé ou exploré ceci ou cela? Des questions aussi affectives. C'est important, vous savez, l'intelligence émotionnelle, tout le monde a entendu parler. On sait très bien que les émotions interviennent dans les comportements, dans les attitudes. Poser une question, comment ressentez-vous tel ou tel événement ou telle chose, c'est aussi intéressant. Puis il y a des questions aussi, je dirais, de réflexion. Par exemple, vous dites que vous avez des difficultés avec votre supérieur. Quelles sont, à votre avis, les causes de ces difficultés? Vous voyez, donc, des recherches de preuves. Voilà. Et puis, bon, des questions fermées. Les questions fermées, c'est généralement les réponses, c'est oui, non, combien, etc. Et c'est souvent des questions qui ont tendance un petit peu, si vous voulez, à clore les débats. Voilà. Donc, si vous voulez, pour terminer sur ces questions qui sont importantes sur ce processus de questionnement, quelques conseils. Le premier, c'est d'abord d'adopter une attitude apprenante. Chez Sol, on est je pense, tout à fait à l'aise dans ce schéma, en évitant tout jugement et en ménageant les relations interpersonnelles. Faire preuve donc d'ouverture, c'est regarder aussi une situation ou un sujet d'un maximum de points de vue différents. C'est aussi faire preuve de tolérance vis-à-vis d'idées qu'on ne partage pas ou de points de vue différents. Ne pas hésiter à faire clarifier un point, réfléchir aussi au bon moment dans un échange pour poser la question. Et puis essayer de se mettre dans la peau d'un observateur qui soit relativement neutre. Voilà, alors, ce qu'on peut dire grosso modo sur l'art du questionnement,